Imagery Africa. Et la seconde question qu'elle pose, c'est on pourrait parler de publications mensongères. Ah, c'est plutôt un commentaire. Attendez. On pourrait parler de publications plutôt mensongères. Dans notre position de chercheur, de quelle arme disposons-nous pour défendre et apporter les preuves que ces écrits, ces courants soutiennent des logiques non fondées? Bon, donc c'est une suite à la première question en fait. Donc c'est la question des moyens, quoi. Je pense que la personne explicite sa question. Serge, j'avais vu des questions dans la partie Translate et je ne les vois plus. Je ne sais pas si tu les vois de ton côté. Peut-être que tu peux. Oui, peut-être que vous avez déjà passé les questions. Non, Il y moi, j'ai avait regardé les questions du chat, mais pas de la partie Translate. la partie translate, c'est-à-dire. C'est-à-dire, il y a une partie de Je- transcription où il y a les questions qui arrivent aussi. Mais ça, je non. vois ça de mon côté ici. Bon, c'est pas grave. Shahrzad, Tu as donc, passé en revue, voilà. vous avez passé en revue déjà toutes les questions? Non, elle n'a pas encore répondu. J'ai simplement posé. Et puis, voilà, si elle veut répondre maintenant, voilà, je lui Mais tu laisse avais la main. la question de Georges aussi sur Vas-y, vas-y. si ah non, ça c'était sur la présentation. Comment penser le rôle de l'université africaine dans le projet de Ouais, Ouais. j'ai déjà refondation posé ça. épistémique? J'ai déjà Ok. posé ça. Ok. Hmm. Alors, j'ai pris note des questions. Oui, Il y en a certaines auxquelles je vais répondre rapidement maintenant, oui, mais il y oui. en a d'autres. Je pense que la deuxième partie va peut-être clarifier un peu plus Ça marche. les questions et je pourrai revenir là-dessus à la fin quand on aura fini et quand on aura une discussion plus large. OK. D'abord, je vais commencer par la dernière question. En fait, je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui a écrit une autre, mais Oui. comment se manifeste l'actualisation de l'hégémonie épistémologique? Ben, tout simplement par l'exemple que je vous ai donné de l'Academy of Management Journal. Ça, c'est l'hégémonie épistémologique dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'ils détiennent la légitimité absolue épistémique, puisque c'est Academy of Management Journal, le journal le plus prestigieux de production de savoir dans notre domaine. Et dans ce cadre-là, ils écrivent un éditorial qui est comme qui comprend tous les éléments que j'ai essayé de mettre en évidence, qui ne font qu'actualiser des discours profondément coloniaux en fait, et qui ne font qu'actualiser des discours de supériorité et d'hégémonie. Donc, c'est comme ça que ça s'actualise. Ça s'actualise dans le mainstream, dans des revues, des articles parus dans des revues dominantes. Ça s'actualise dans les professeurs qui donnent des cours en utilisant toujours les mêmes outils et en ne remettant jamais en cause aucunement les fondements sur lesquels sont basées ces connaissances. Enseigner l'histoire de la comptabilité sans enseigner le rôle qu'a joué l'esclavage dans la définition même de ce que c'est que la comptabilité de gestion, ça n'est pas enseigner la comptabilité de façon, on va dire, sérieuse. Parce qu'il faut absolument, d'ailleurs, il y a quelques travaux qui ont été faits, mais notamment un livre qui a été publié là-dessus, Accounting for Slavery, qui est un livre qui n'a évidemment pas été traduit en français encore, mais qui porte sur cette question-là, sur la question de la manière dont la comptabilité elle-même a été, en tant que discipline, a été formée, structurée par l'esclavage. Donc, ces questions-là, ce n'est pas des questions qui flottent au-dessus de nos têtes, c'est quelque chose qui est très matérialisé, très ancré dans notre réalité, dans les business schools. Alors, l'autre question, c'est sur le rôle de l'université africaine. Je reviendrai là-dessus plus tard parce que je vais en parler là dans ma deuxième partie. Pour ce qui est des langues, la question de la langue, elle est très intéressante parce qu'effectivement, c'est ce que disait Ngugi wa Thiong'o, qui était le premier à parler de décolonisation des esprits
à partir d'un retour aux langues africaines elles-mêmes. Donc lui, il avait une vision très particulière de cette décolonisation qui ne pourrait se faire qu'en se débarrassant en fait de ces langues coloniales et en retrouvant cette vision, elle peut se défendre, évidemment, elle a toute la légitimité d'exister, mais il y a aussi la possibilité d'utiliser les langues coloniales pour les subvertir, pour les utiliser d'une autre manière. Et d'ailleurs, on ne se rend même pas compte, mais nous, dans notre dialogue, là, on ne fait que ça, actualiser la colonialité. Par exemple, en disant anglophone et francophone. Il y a quelqu'un... Voilà, c'est fait. Anglophone et francophone, c'est une division coloniale de l'Afrique. Et maintenant, c'est une division qui n'est absolument pas problématisée, sauf dans certains cercles très restreints. Mais on ne se rend même pas compte de la manière dont on reproduit tous ces schémas. Et donc, moi, tout ce que je demande là, c'est que, enfin, dans mon travail, ce à quoi je réfléchis, et c'est cette idée que vraiment, il faut qu'on commence à réfléchir à ce qui sous-tend notre travail, nos connaissances, les hypothèses qu'il y a en dessous de ça. Donc, non, je ne pense pas que ce soit une vue d'esprit, la décolonisation, absolument pas, parce que je ne suis pas loin d'être la première à le dire. Et il y a une très grande école de pensée décoloniale qui va de l'Amérique latine à évidemment l'Afrique, à l'Asie, et même au sein du Nord global lui-même. Qui le démontre avec beaucoup d'écrits, avec beaucoup de réflexions, et qui existe depuis des années et des années. Je suis loin d'être... je n'innove absolument pas en vous racontant cela. Donc ça, c'était pour la question. Il y a quelqu'un qui a demandé de définir épistémologie. Et là, je m'excuse parce qu'en fait, j'aurais dû commencer par ça. J'ai pensé que ça allait être clair, mais en fait, tout simplement, l'épistémologie, c'est comment nous savons ce que nous savons. C'est-à-dire le système de savoir qu'on a, qui nous permet, en fait, le système qui nous permet de savoir ce qu'on sait. Donc, c'est toute une construction qui est que, par exemple, on décide que pour un cours de comptabilité, on va commencer par telle notion, puis ensuite telle notion, puis ensuite cette division, cette structuration du savoir en comptabilité, c'est un fondement épistémologique de la comptabilité. C'est la manière dont on sait ce qu'on sait. Peut-être Avons-nous les... Shahrazad, Oui, peut-être Shahrazad, peut-être pour rajouter là-dessus, c'est euh, effectivement son pendant épistémique, c'est-à-dire à côté de oui, comment oui, on sait oui, ce qu'on sait, c'est quoi qui serait donc épistémique si on peut rajouter là-dessus. Systémique, épistémique, pardon, ça reviendrait donc à quelque chose qui est finalement ancré dans tout le système de production de la connaissance. Donc, qui valide la connaissance, qui dit que c'est une bonne connaissance ou pas. c'est ça. Là, on tombe, là, on est passé de l'épistémologie à l'épistémique pour le coup. C'est ça, c'est-à-dire qui Mhm. légitime les savoirs, Mhm. qui décide que c'est quelque chose qu'on doit savoir ou qui n'est pas nécessaire, c'est quelque chose qui est rigoureux ou sérieux ou qui ne l'est pas. Donc c'est tout un système qui est mis en place et qui en fait détermine un champ de savoir. Et Alors, Shahrazad, oui, est-ce que Shahrazad, tu veux que et je si je passe peux... à la deuxième partie? Ah, pas du tout, pas du tout. J'aimerais rebondir sur un propos que tu as avancé tout à l'heure sur les langues africaines. Oui, Et j'aimerais dire à l'auditoire que je ne dis pas que tout le monde doit revenir aux langues africaines, pas du tout. OK? Il y a un propos de Cheikh Anta Diop qui est très intéressant aussi sur les langues africaines, où il parle de la connaissance dans la langue. Et il disait ceci, il dit, mais quand tu prends la langue africaine, tu prends un gamin qui a 5-6 ans, il sait dans sa langue dire ce qu'est une ligne droite. Il sait l'expliquer dans sa langue. Mais il est obligé d'apprendre une autre langue, une langue coloniale, afin de pouvoir exprimer sa pensée. Donc, c'est quelque chose qui est très dans les écrits, donc je revenais un peu à c'est ça. absolument fondamental.
absolument fondamentale, la question de la langue, parce que la question de la langue est une structuration de la pensée. Donc, la manière dont on parle, les mots qu'on utilise sont déterminants dans la manière dont on pense. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et la question se pose d'ailleurs au niveau de, ça c'est un débat qui existe à l'échelle internationale sur l'importance aujourd'hui de favoriser, en tout cas dans notre domaine à nous, de favoriser des publications dans des langues variées. C'est-à-dire qu'on a des outils technologiques aujourd'hui qui nous permettent de traduire assez facilement des articles dans plusieurs langues. Et je sais que moi j'étais sur le comité éditorial de la revue Organization, par exemple. Et dans la revue Organization, c'est un débat qui existe depuis plusieurs années maintenant sur cette question d'autoriser la publication dans des langues autres que l'anglais, parce que c'est une revue critique, c'est une revue qui appelle à toutes ces questions-là, qui les met en évidence, mais qui en même temps, donc nous, on essaye toujours d'apporter ça sur cette question-là sur le tapis, parce qu'en même temps, elle exclut de facto un grand nombre de chercheurs qui ne peuvent pas écrire en anglais. Du moins, qui ne peuvent pas se permettre d'écrire en anglais académique, c'est-à-dire de faire réviser leurs papiers, qui n'ont pas les moyens suffisants pour le faire. Et qui d'ailleurs, même s'ils avaient les moyens, ne seraient peut-être pas en mesure de le faire parce que c'est une pratique qui s'apprend et qui s'apprend par mimétisme ou par mentorat ou par réseautage. Et c'est très, très difficile. Donc oui, la question de la langue, elle est absolument fondamentale, mais je crois que là, on est en train de faire quand même des petites avancées là-dessus. Et je pense que les avancées technologiques vont permettre de faciliter un peu les choses. Alors, je vais peut-être passer à la deuxième partie et on reviendra sur les questions après. Absolument. Donc, OK. Voilà, on était là. Alors, développer un point de vue africain, là, je vais essayer d'expliquer ce que moi j'entends par développer un point de vue africain. Alors, peut-être que ça va faire bondir certains d'entre vous, peut-être qu'il y aura des désaccords majeurs. C'est d'ailleurs quelque chose qui ne me pose pas de problème, au contraire. Parce que ça me fait moi-même réfléchir et ça me fait penser et ça m'oblige à réfléchir à certaines choses. Mais là, ce que je vais essayer de faire, c'est à partir de ce que je vous ai exposé tout à l'heure sur la nature du savoir, la vision large de ce que ça veut dire qu'être dans une business school en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement développer un point de vue africain et un positionnement africain pour moi. Donc d'abord, et ça suit ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette question de la contre-maîtrise. C'est-à-dire que pour moi, il faut, pour reprendre les mots de Pal Aloualia, j'ai oublié l'année, là c'était 2008 je crois, la publication de son livre, il faut qu'on arrête d'être les conscrits de l'ordre épistémique occidental, enrôlés dans l'ordre épistémique occidental, sans avoir le choix, en fait, de dire non, je refuse de le faire. Ou en tout cas, je ne le refuse pas forcément en bloc, je refuse que ce soit l'unique mode de fonctionnement et de production du savoir. Donc, pour développer une théorisation africaine et cultiver le savoir africain. Là, c'est un point pour moi qui est vraiment majeur, fondamental. L'Afrique n'est pas seulement un lieu de contextualisation de la recherche. L'Afrique doit être un lieu de théorisation, de création de théories de management. Et c'est là où moi, je pose, en fait, je voudrais vraiment attirer votre attention. C'est que quand vous lisez des articles
en sciences de gestion qui portent sur des contextes africains, ce ne sont souvent, je dirais à 99% des cas, des contextes africains. La théorisation ne se fait pas à partir d'une remise en question des catégories elles-mêmes. C'est ça que dont je vais parler un peu plus loin. On ne remet pas en question qu'est-ce que ça veut dire méthodologie. Qu'est-ce que c'est cette approche méthodologique qu'on nous impose? Pourquoi il faut faire des statistiques? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de montrer, pourquoi on est obligé de suivre, quand on veut publier dans une revue internationale, une approche de Joya quand on fait du qualitatif? Pourquoi on est... Toutes ces questions-là, ce sont des questions qui en fait ne sont jamais posées. La question de la théorisation, pour moi, elle est centrale. En fait, il faut développer, à mon sens, et c'est ça le point de vue africain, c'est un point de vue de contre-maîtrise qui pose une indocilité épistémique de départ. Nous ne devons pas obéir aux injonctions systémiques de manière systématique. C'est ça la question très importante. Alors, vous allez me dire, c'est très facile à dire. Je crois que c'est la responsabilité des personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire qui ont déjà commencé bien avancé dans leur carrière, qui ont eu une certaine expérience, etc., de montrer l'exemple, c'est-à-dire de commencer à le faire et à le faire de façon systématique pour que moi, je n'aurais pas l'audace ou l'outrecuidance de dire que ce sont les étudiants, les doctorants qui doivent faire ça. D'abord, je ne suis pas dans une posture de moralisation ou d'obligation normative. Il ne faut pas, c'est pas le message que je voudrais, il n'y a pas d'obligation à le faire. Le message que j'aimerais transmettre, c'est l'idée que vraiment, c'est bénéfique pour nous en tant qu'Africains de cultiver une indocilité épistémique, c'est-à-dire de ne pas accepter toutes les injonctions et de ne pas penser que notre point de vue est géoépistémique, mais c'est un point de vue relationnel. Là, c'est une question qui est importante aussi et qui, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que le point de vue africain, c'est pas le point de vue de l'Afrique, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un point de vue géographique. C'est pas parce que ça va être localisé en Afrique, parce qu'à ce moment-là, si c'est localisé en Afrique, c'est la même chose que utiliser l'Afrique comme un contexte, comme je l'ai dit dès le départ, et comme je l'ai critiqué dès le départ. Non, la question ici, du point de vue africain, c'est un point de vue qui, en fait, va se focaliser sur la relation qu'il y a entre... parce que nous... la question de la position africaine, ce que j'appelle là, ici, la position africaine, c'est une position d'assujettissement épistémique, c'est-à-dire on est obligé d'accepter ce qu'on nous a appris et on est obligé de faire avec. Par contre, on peut remettre en question, on peut le développer autrement. Il ne s'agit pas, que les choses soient claires, hein, je n'appelle pas du tout à faire table rase de ce que nous savons, c'est pas du tout ça. On ne peut pas scier l'arbre sur lequel on est assis. Donc, forcément, bien sûr, que ce que nous savons n'est pas à jeter à la poubelle, c'est pas du tout ce que je dis. Mais par contre, ce que nous savons, c'est juste une partie des choses et qu'on pourrait essayer de développer des savoirs beaucoup plus variés et beaucoup plus pluriels et qui seraient ancrés dans cette relationnalité que nous avons en tant que chercheurs africains avec les Occidentaux, c'est-à-dire que on est dans une situation
on va partir, notre point de vue africain, c'est une position sociale ancrée dans une géopolitique globale et dans une hiérarchie mondiale. C'est-à-dire qu'on ne va pas croire qu'on est pareil, on est au même niveau, on peut publier dans les mêmes revues. C'est un leurre, ça n'est pas vrai. On ne part pas sur un même pied d'égalité. On part d'un point de vue qui réfère à une position sociale dans le monde, une position sociale infériorisée. C'est un ensemble d'expériences, d'activités, d'intérêts, de perspectives considérées comme subalternes ou périphériques. C'est comme ça qu'elles sont considérées, que nous, en tant que chercheurs africains, nous sommes encore considérés, malheureusement, aujourd'hui. Et cette position, elle s'est constituée historiquement à travers des relations de pouvoir claires et non questionnées. Alors, je ne dis pas que nous sommes tous traités de la même manière. Je ne parle pas du niveau individuel ici, hein. Je parle du niveau collectif, du niveau structurel. Structurellement, la recherche en Afrique est une recherche subalternisée, périphérisée. Et c'est ça, moi, contre quoi j'essaye de me battre, en fait. Donc, ce que j'appelle de mes voeux, c'est un point de vue qui ne part pas de l'Afrique comme une essence culturelle, raciale ou géographique, mais comme une subjectivité ancrée dans une expérience vécue commune d'assujettissement. C'est dans une condition d'assujettissement qu'on se situe. Et dans une condition dans laquelle le savoir nous est imposé. Donc, dans nos business schools, quand on va faire des études de gestion, on n'a pas le choix. On doit connaître Porter, on doit connaître les théories du marketing, on doit connaître les fondements de la comptabilité telles qu'elles sont estimées être universelles. Alors, oui, bien sûr, c'est important de les connaître, mais ce sur quoi j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est qu'il faut aussi les remettre en question systématiquement et les accompagner d'autres choses, les compléter par d'autres types de savoirs. C'est une position sociale située, là, à laquelle j'appelle, qui offre une vision radicalement différente du monde, qui n'est pas une vision du monde du point de vue de quelqu'un qui est assujetti à un savoir, mais du point de vue de quelqu'un qui a droit, lui aussi ou elle aussi, à fabriquer, à produire son propre savoir, et que ce soit pris au sérieux, en fait. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, Shahrazad, oui. Je vais rappeler encore, il y a Et désolé, Shahrazad, je coupe tous les micros et je demande de réactiver à chaque fois ton micro lorsqu'il y a du bruit. Désolé. Hein. Donc, je t'avertis à chaque fois. Tu peux? Oui, alors donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je raconte là? Ça veut dire qu'il y a des catégories et des grandes notions qu'il faut absolument questionner et provincialiser, on va dire, ou décentrer. C'est-à-dire la notion de propriété, la notion de gouvernance, la notion de stratégie, la notion de leadership. D'où elles proviennent? Qui a développé les théories là-dessus? Quel type de théorie on nous a fait passer comme théorie universelle? Quels sont les enjeux liés à une définition de la gouvernance telle que nous l'utilisons aujourd'hui? Quelle est d'ailleurs cette définition dominante de la gouvernance? Est-ce qu'on a les moyens de la remettre en question? Produire, concrètement, c'est aussi produire du savoir basé sur des relations et des pratiques ancrées dans des subjectivités locales. C'est prendre au sérieux les ancrages locaux pour théoriser, pas juste pour dire « Ah voilà, nous avons un exemple africain qui illustre bien ce que Tartampion, venant de UK, a dit dans son article de 1999. » C'est pas ça notre rôle. C'est d'utiliser ces subjectivités locales pour développer une théorisation à partir de ces subjectivités locales. Inventer de nouveaux concepts et de nouvelles catégories qui proviennent de notre vécu de subalterne et se libérer du carcan théorique qui est imposé qui nous est imposé par les formats des revues, par les types de cours, la structuration même des disciplines quand on apprend.
Les exemples des cas, par exemple, en gestion, et ce sont des exemples très parlants. Quand on voit comment sont construits les cas de gestion, quels sont les cas d'ailleurs qui sont les cas les plus partagés, les plus étudiés, etc. Ça, ce sont des questions qui se posent vraiment pour nous. Et il faut développer, et ça, c'est la question de l'université africaine, du rôle de l'université africaine. Pour moi, l'université africaine doit absolument encourager une relationnalité dissidente au savoir institué, c'est-à-dire ne pas accepter, prendre pour argent comptant, accepter tout ce qui nous vient du mainstream de la connaissance et essayer d'encourager les professeurs, les étudiants à introduire une réinvention, un questionnement constant des concepts et à vraiment discuter ces idées-là. Discuter qu'est-ce que ça veut dire la stratégie, discuter qu'est-ce que ça veut dire le leadership et ne pas imposer des modèles de stratégie ou de leadership qui nous semblent être des modèles qui vont s'appliquer partout et à tout le monde de la même manière. Donc, en études de gestion ou en études organisationnelles, il faut repenser les formes organisationnelles, par exemple. Est-ce que la bureaucratie weberienne ou est-ce que les théories institutionnelles sont vraiment adaptées pour nous, pour certains formats que nous étudions ou pour certaines situations? Est-ce que certaines catégories comme best practice, c'est intéressant d'utiliser ça? Est-ce que les standards de productivité qu'on applique dans les contextes africains ou les modèles de leadership sont pertinents? Il faut repérer les réplications de logiques coloniales paternalistes dans, par exemple, les questions de responsabilité sociale. D'ailleurs, cette logique coloniale paternaliste, on la retrouve dans beaucoup de recherches sur l'Afrique. Et puis, il faut développer des savoirs et une pédagogie de la libération dans les business schools. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'il faut encourager la critique. Tout le monde, alors moi, ce que je dis ici, ça va évidemment peut-être pas parler à tout le monde. Il y a des gens qui ne souhaitent pas aller dans cette voie. Et c'est tant mieux, il n'y a pas de problème si vous ne le souhaitez pas. Mais par contre, nous sommes dans une situation où 99%, 99 personnes sur 100 vont s'engager dans la même voie qui est non critique. Donc, la nécessité d'encourager la critique, elle est absolument fondamentale. Et je crois que ça, c'est l'un je pense que c'est l'une des dimensions absolument fondamentales que l'université africaine doit développer. La pensée critique, comment l'articuler, comment développer justement cette pensée-là. Alors, il y a du travail à faire, il y a du travail à faire à tous les niveaux. Il y a des ateliers à organiser, il y a des cours à faire, il y a du mentorat à mettre en place, il y a des réseaux à construire, il y a des choses qui doivent se mettre en place pour développer ces questionnements critiques, ces connaissances critiques qui sont actuellement malheureusement vraiment très peu développées et auxquelles on accorde très peu d'attention. Je parle de mon cas personnel en Tunisie. J'étais en Tunisie d'ailleurs avec Conan à cette conférence l'année dernière. Il y avait énormément d'intérêt, beaucoup d'intérêt pour ces approches critiques. Mais malheureusement, très peu, concrètement, très peu de manières de les mettre en place, parce que les étudiants n'ont pas forcément accès, parce que les professeurs eux-mêmes n'ont pas eu accès à cela. Donc, vous voyez bien que les doctorants ne peuvent pas forcément y avoir accès non plus. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites à l'échelle du continent et de manière collective. Ce ne sont pas des choses qui peuvent être faites. Alors évidemment, individuellement, oui, bien sûr, on peut aller lire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit lire. On doit s'éduquer, s'informer. Mais à l'échelle individuelle, on est très limité. Ce à quoi j'appelle de mes voeux, c'est à un mouvement collectif.
de refondation critique de l'université africaine. Ce travail a commencé depuis bien longtemps, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas du tout, je ne vous dis rien de nouveau ou d'extraordinaire, je ne fais que répéter ce qui a été dit avant moi. Beaucoup de gens en Afrique ont pensé ces choses-là, ont essayé de, ce que je disais là tout à l'heure sur les catégories, de repenser les catégories. Par exemple, je m'excuse si je vais très mal prononcer son nom, mais Oyewunke Oyewumi, elle a mis en question la catégorie de genre en Afrique. Qu'est-ce que c'est que la femme africaine? Elle a entièrement, et ça c'est depuis les années 90, on a une autre pensée, la fameuse sociologie indigène, ça a été développé par un autre sociologue nigérian, Akiwo, qui lui propose de revenir à des types de pensée plus locales, etc. Qu'on partage ou non les points de vue de ces personnes, ce qui compte en fait, c'est que ces idées-là existent et qu'elles soient connues par nos étudiants. Il faut absolument que nos étudiants aient accès à cette pluralité de pensée. Il faut absolument qu'ils aient accès à ça pour pouvoir eux-mêmes se faire leur propre avis et eux-mêmes réfléchir à leur propre positionnement. Donc, l'Afrique, c'est plus qu'un ensemble géographique. Ça, c'est une citation d'Achille Mbembe. Elle est bien davantage qu'une histoire de dispersion. Elle est et doit demeurer une question. Et pour moi, cette idée de la question, c'est l'idée de remise en question perpétuelle des unités. C'est pour ça que c'est la relation qui m'intéresse et pas les unités elles-mêmes. Comment l'Afrique, en tant qu'ensemble enchevêtré de relations, fait sens? Qu'est-ce qui nous intéresse dans l'enchevêtrement des relations en Afrique? Nous devons sortir de la culture tutélaire et nous penser comme créateurs de théories et de concepts, et non pas seulement comme des personnes qui allons piocher dans des théories et des concepts existants pour les appliquer à des contextes africains. L'Afrique n'est pas un contexte de recherche, elle doit se penser comme un lieu de création théorique et épistémique. La question ici est-il possible d'avoir un sens de soi en relation à soi et pas nécessairement à un autre tutélaire? Je répète cette question-là qui était déjà posée dans l'article de Stenlan Como. Donc, en conclusion, les chercheurs africains, d'ailleurs, l'ont fait, hein, c'est pas nouveau, ça existe. Malheureusement, les business schools sont une espèce d'exception en Afrique. Il y a un foisonnement de recherche, de nouvelles idées dans plein de disciplines. Mais dans les business schools, nous avons très peu accès à cela, malheureusement. Et donc, nous devons, dans les business schools, interroger l'ordre postcolonial impérialiste établi. Nous devons développer des pensées de la résistance et développer notre nature oppositionnelle, ne pas toujours tout accepter comme si c'était absolument universel et absolu. Il faut que nous continuions à faire de l'Afrique cet ensemble de relations, mais il faut que nous continuions à en faire un projet, en fait. Et que nous ne nous contentions pas de fixer ce continent à ses frontières géographiques ou à sa diaspora, mais de le penser en termes de relation au reste du monde et sortir de s'efforcer en tout cas de sortir de notre subalternité épistémique le plus possible. Voilà, j'espère que ce que j'ai dit a fait sens. Je vais m'arrêter là et je vais permettre, évidemment,
toutes les questions sont les bienvenues. OK. Et Ok. donc, je te Alors, propose de prendre d'abord les... oui. On va prendre les questions du chat. Oui, absolument. Alors, avant, Serge, je voudrais juste, pour que les gens aient en mémoire l'importance de cette session, je voudrais juste partager rapidement quelque chose qui fait le lien avec ce que Shahrazad vient de dire. C'est justement un article comptable qui a été publié dans la revue comptable de l'association elle-même. Et cet article a été publié par Aziza. Et vous allez voir ici, je vous ai mis un lien dans le chat. C'est à la faveur de la conférence qui avait eu lieu Au Ghana, à Accra. au Ghana. Et donc, dans son discours inaugural, elle avait titré Epistemic Freedom, donc liberté épistémique, and situated theoretical perspective in accounting research in African context. C'est typiquement le versant comptable, d'une certaine façon, de ce que Shahrazad vient de présenter. C'est pour dire qu'il y a un mouvement qui est en marche. Et d'ailleurs, la revue AFA aujourd'hui est en accès libre. Donc, cet article-là, vous pouvez le télécharger librement. Je vous ai mis le lien dans le chat. Voilà, Serge, on peut aller avec les questions. Très bien. Donc, Shahrazad, on va aller avec les questions. Et juste avant de commencer les questions, il y a une question tout à l'heure. Il y a une question souvent qui arrive tout le temps sur le fait que les papiers, parce que les papiers sont sur le contexte africain, les papiers sont rejetés. Moi, je suis Ouais. réviseur. Qu'on a aussi, Shahrazad aussi. Je pense qu'il ne faut pas Ouais. mélanger les choses. Il y a la qualité scientifique d'un papier, il y a plusieurs dimensions, il y a aussi l'écriture. Et ensuite, vous avez votre sujet, l'objet, la théorie et ainsi de suite. Donc, très souvent, on rejette des papiers, pas parce que les papiers parlent d'un contexte africain en particulier, mais tout simplement parce que les papiers sont mal écrits. Et il y a tellement de travail au-delà même du fond. En fait, on n'arrive même pas à accéder au fond du papier. Donc, je suis désolé, peut-être lui, il y a plusieurs choses, là, dans votre question, il y a plusieurs éléments. Mais ce que je rencontre très souvent, 90% des papiers que je reçois qui viennent du continent africain, les papiers ne sont pas... On n'arrive pas à accéder au fond de l'article. C'est pour ça qu'on a Mais mis en alors, place, qu'on si je a peux un me mois aussi. permettre Oui, vas-y. de répondre à, enfin pas de répondre, mais de commenter sur ce que tu viens de dire, je pense qu'il faut voir les choses de façon différente. C'est-à-dire que si ces papiers sont, comme tu dis, mal écrits, il y a une raison pour ça. On t'entend très mal, Charles. Je ne sais pas si c'est ton Ça n'est réseau. pas de la faute des jeunes chercheurs. Shahrazad, on t'entend très, très mal. Vous Je m'entendez pense là? que tu as un problème. Ton réseau... Oui, ton réseau commence à balancer un peu. Non, pourtant j'ai l'impression que... Ouais, là, je ne sais pas, c'est Est-ce bizarrement, là, c'est mieux. que... Ok, Ça balance j'espère un que peu, je ne sais pas. ça... Ou alors peut-être pour l'instant, Je ce que sais tu pas. peux faire, tu peux peut-être couper Couper la caméra. malheureusement, ta caméra et puis après revenir. Ok. Ouais. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, oui. Ok, alors je voulais juste dire qu'il y a un système derrière ça qui explique ça. C'est-à-dire que les jeunes chercheurs africains qui envoient des articles dans des revues n'ont pas eu eux-mêmes la formation adéquate pour écrire les articles de la manière dont ils doivent être écrits. Quand je me vois mon expérience personnelle, par exemple, j'ai mis des années et des années avant de pouvoir comprendre comment écrire un article académique. Et j'ai eu une chance incroyable parce que ma directrice de thèse était une personne qui publiait beaucoup dans des revues prestigieuses et qui était très reconnue et qui avait une grande expérience d'écriture. Donc j'étais au Canada, j'ai eu un contact avec autre chose, avec une façon de faire, avec des pratiques. Le problème qu'on a dans beaucoup d'universités africaines et d'écoles de commerce en Afrique, de business school, c'est qu'on n'a pas cette formation-là. On ne sait pas comment écrire un article scientifique qui va être reçu qui va être accepté dans une revue bien cotée, disons. Donc ça, c'est une première chose. Je ne dis pas que c'est la seule explication, hein. Il y a évidemment aussi des personnes qui ne savent pas bien le faire. Mais ça, c'est une première dimension. La deuxième dimension, à mon avis, c'est aussi le fait que la plupart, en tout cas moi, dans mon expérience, la plupart des articles qui sont
qui utilisent le contexte africain. C'est exactement ce que je disais et ce que j'ai répété. Ce sont des articles qui n'ont aucune contribution théorique. Zéro. La seule contribution, c'est d'appliquer une théorie existante à un contexte africain. Et ça, ce n'est pas une contribution pour une revue internationale. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, on peut organiser, ça c'est des questions qu'on peut discuter vraiment en détail dans un atelier méthodologie, par exemple, ou un atelier de publication de papier. Mais malheureusement, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que ces articles-là ne sont pas des articles qui correspondent aux critères. Alors maintenant, toute la question, moi, que je pose, c'est qui fixe les critères? Vous voyez? Qui fixe les critères? Et pourquoi les critères sont tels qu'ils sont? Et pourquoi on est obligé d'accepter les critères? Alors, Shahrazad, peut-être tu peux Et essayer de remettre ta caméra pour voir si ça va fonctionner, donc, parce que du ça coup, serait bien de te Shahrazad, voir quand tu... Oui, Vas-y, donc voir. Alors, je peut-être... relance la question je pars sur une question de Diallo, mon Mahmoud, que j'ai dit, ben, d'accord. est-ce qu'il existe réellement des théories africaines scientifiquement reconnues en management? Tu veux Eh que je reprenne la bien, question? alors, le problème, c'est, enfin, il existe des chercheurs basés en Afrique qui font du travail très important, comme Stella Nkomo, par exemple, qui est, elle, publiée dans beaucoup de revues, etc. Il existe des publications dans des revues internationales de recherches qui ont été faites dans un contexte africain. Oui, ça existe, bien sûr. Des publications de qualité, enfin, qui correspondent aux critères de qualité imposés par la pensée dominante. Oui, ça existe, mais malheureusement, ce qui existe très peu, en fait, ce sont de nouvelles théories proposées par des chercheurs africains, des nouveaux concepts, des nouvelles théorisations. Parce que je vous rappelle quand même que dans une revue internationale sérieuse, pour publier, il faut théoriser. Alors moi, je fais des révisions dans beaucoup de revues, notamment des revues américaines et européennes en anglais. Dans ces revues-là, le premier critère, c'est quand même la théorisation. Qu'est-ce que vous nous dites de nouveau théoriquement? Et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment enseigné dans les cours de doctorat. Dans les cours de doctorat, on focalise énormément sur la méthodologie, sans vraiment insister sur le fait que la méthodologie n'est qu'un outil, n'est qu'un moyen pour la théorisation. C'est ça le cœur du problème. Comment on théorise? Qu'est-ce que ça veut dire théoriser? Ça, ce sont des questions qui doivent être abordées systématiquement et qui malheureusement ne le sont pas. Bien. Je peux rajouter, Merci. Shahrazad, s'il te plaît, sur ta réponse. Effectivement, il y a pas mal d'auteurs qui publient justement dans les contextes que tu as parfaitement très bien décrits. Donc, vous avez par exemple Emmanuel Kandem du Cameroun, qui a beaucoup travaillé sur la question des managements africains. Vous avez, qui est l'ancien président de AFAM. Bon, il y a une discussion, Shahrazad, on en avait déjà parlé. David Zouga, qui écrit pas mal aussi, qui est lui ghanéen, mais qui est basé au Canada, qui écrit pas mal sur de la théorisation africaine. Donc, il y a un mouvement de management africain qui existe. Donc, il faut se rapprocher de ce mouvement-là aussi pour voir ce que les gens. Bon, en Afrique du Sud, par exemple, tout le mouvement sur Ubuntu Oui, est arrivé dans ce mouvement-là, par exemple. Hein, c'est juste oui, pour rajouter sur ta réponse. oui, oui, Merci. Mhm. absolument. Merci Oui. de donner ces exemples. Mhm. Oui, oui, bien sûr. Il y a énormément d'exemples qu'on peut donner, mais malheureusement, ce ne sont pas forcément des études critiques. Oui, oui, absolument, oui, oui, aussi. Oui, Et il y a une autre question. Donc, et moi, je lis les questions, donc je te dis, oui, oui. peut-être qu'on a déjà répondu à certaines, donc c'est pas la peine que je te les pose. Il y a une autre question de Fidèle qui dit pourquoi le savoir africain, on parle de savoir africain, de théorie africaine en management, mais sauf que pour que ce soit considéré, ça doit être publié dans des revues qui, elles, sont coloniales.
Donc, Oui, Mhm. ben c'est une très bonne question. C'est le cœur du problème. Alors, face à ça, que faire? Il y a plusieurs choses à faire, je pense. Il y a d'abord un sabotage de l'intérieur, si j'ose dire. Et c'est ce que, par exemple, moi, personnellement, je fais, je m'attelle à faire. C'est-à-dire que systématiquement, par exemple, en tant que reviewer, euh, j'encourage des choses différentes, des articles différents, des pensées différentes. Bon, ça, c'est à mon échelle individuelle. À mon échelle individuelle aussi, dans ma recherche, j'essaye de saboter de l'intérieur, c'est-à-dire de publier des choses qui ne sont pas forcément des choses qui vont plaire à tout le monde et de dire des choses qui ne vont pas peut-être être acceptées de façon euh, forcément bienvenue par tout le monde. Mais j'estime que c'est aussi mon devoir de le faire. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites, et d'ailleurs, on est quelques-uns à le faire, hein. Je ne suis pas la seule à faire ça. Donc, il y a cette subversion par l'intérieur qui est possible. Mais il y a aussi ce que vous êtes en train de faire, vous. mm, Là, avec cette association, avec la revue, avec le numéro spécial, avec toutes ces démarches-là participent aussi de cette même logique, qui est une logique de décolonisation en quelque sorte, qui est une logique de remise en question de ces revues et de ces critères, en fait. Donc maintenant, le point important, c'est de dire comment faire pour qu'il y en ait plus et que ce soit un mouvement qui soit plus important et plus large. Bien sûr, il y a du travail à faire. Il faut travailler collectivement. Ce ne sont pas des choses qui peuvent être faites du jour au lendemain. Mais je pense qu'il y a des façons de faire. Maintenant, ceci dit, je ne suis pas, je ne suis pas je ne suis pas dans une naïveté et dans une utopie dans laquelle tout d'un coup tout allait changer et tout allait être retourné sur sa tête. Non, je pense que ce qu'on doit faire, c'est toujours de se trouver des espaces, des lignes de fuite, des façons de fuir la domination, des petites poches de liberté et des lignes de fuite dans le système dominant. Je pense qu'il est très, je dirais, pas optimiste, mais même peut-être complètement fou de penser qu'on peut réformer le système. Moi, je ne suis pas une réformiste pour ma part et je pense que ce qu'il faut faire, c'est de saboter le système de l'intérieur. Quand je dis saboter, ça veut dire le subvertir en proposant des choses nouvelles. Et ça prend du temps, etc. Mais il faut aussi créer ses propres lignes de fuite, comme le travail que vous faites, par exemple. ok. Donc là, tu viens Sherazade, de juste répondre à une question. Vas-y, Kono. Alors, je vais juste rajouter sur ce que dit Sherazade. Alors, il y a, comme disait Sherazade, c'est qu'elle n'est pas nouvelle dans ce mouvement-là, mais je trouve que c'est un esprit qui est, qui démystifie aussi le discours fondamental de ce mouvement. Et ça, vraiment, on est reconnaissant par rapport à ça, même si tu n'es pas nouvelle là-dedans. Mais sur l'idée que tu n'es pas nouvelle là-dedans, je voudrais que l'audience comprenne une chose. Je vais mettre un lien dans le chat ici. Regardez. C'est justement dans le rôle des universités, la création du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales africaines est née de ça. En fait, ce sont les transfuges de toutes les universités africaines qui ne voulaient pas la connaissance coloniale, qui à un moment donné se sont retrouvés pour monter cette affaire-là. Et ils font un travail assez extraordinaire, mais la structure de pouvoir étant, il y a effectivement des mélanges de genres qui se mettent en place, mais c'était vraiment la philosophie fondamentale de Codestria. Donc, si vous avez le temps, allez-y voir ce que fait Codestria. Ils ont une publication fabuleuse, foisonnante, et puis ils ont aussi des bourses qu'ils offrent pour aller. Et je crois que le siège se trouve au Sénégal d'ailleurs. Donc, voilà, Ouais. voilà ce groupe-là, à mon avis, il faut suivre ce groupe-là aussi. Juste pour ajouter sur ce que tu disais.
juste, je vais dire deux petites choses très rapidement, ça me fait penser, merci Conan. La première, Mm. c'est qu'il ne faut pas oublier non plus, dans ce questionnement et dans cette démarche qu'on fait, il ne faut pas oublier le rôle des élites africaines Oui, qui, elles, ont pour intérêt de perpétuer le système dominant. Ce qu'on appelle les compradors élites, ça existe dans les pays africains. C'est d'ailleurs une chose que Frantz Fanon a très bien prévu dans les damnés de la terre. Avant même toutes les décolonisations africaines, il avait prévu l'apparition de cette classe, de cette élite, de cette bourgeoisie africaine qui ne ferait que perpétuer le système dominant parce que c'est dans leur intérêt. Donc, beaucoup de ces business schools fonctionnent aussi sous la domination de ces élites-là. Ça, il faut bien en prendre conscience. Donc, ce n'est pas parce que on est situé en Afrique qu'on a un point de vue africain, hein, comme tel que je le définis dans ma présentation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose sur une question là que je viens de voir dans le chat, c'est sur la théorisation. C'est est-ce que théoriser, c'est prendre le risque de choisir une théorie nouvelle ou revisiter les postulats d'une théorie avérée? Ça peut être les deux. En fait, ça peut être théoriser, ça peut être reformuler une théorie ancienne à la lumière de quelque chose de nouveau, ou ça peut être créer de nouvelles catégories de pensée, en fait. Et ça, la question de la théorisation, c'est vraiment une question fondamentale, je pense, et qui n'est, à mon avis, pas suffisamment abordée dans les séminaires doctoraux, dans les séminaires de recherche, etc. On a l'impression qu'elle va de soi, mais en fait, ça ne va pas de soi du tout, d'ailleurs. C'est très, très difficile de le comprendre. Ok. Et je pense qu'on a un peu fait le tour des questions, et, parce que j'ai lu un peu les questions qui sont posées. Je pense que dans tes réponses, et les acteurs qui sont là, les participants, seront s'y retrouver. Et moi, j'aurais une question pour toi aussi. J'ai une question centrale dans tout ce qu'on vient de dire là, et Charazade, c'est la prise de conscience aussi des chercheurs africains sur les niveaux de domination. Oui, Est-ce qu'ils se sentent dominés ou pas intellectuellement? oui, absolument. C'est la fameuse conscientisation, Le conscientisme. sexisme, conscientisme, Voilà. d'un coma. d'un chroma, oui, Oui, Voilà, c'est aussi ça. Il faut sur laquelle vous avez écrit d'ailleurs. oui, oui, oui. Ben, j'invite tout le monde à aller lire votre article pour répondre à la question. Mais oui, oui, non, c'est une question tout à fait pertinente, tout à fait importante. Oui, oui, je parlais des élites bourgeoises africaines qui perpétuent la- l'épistémologie coloniale et la logique coloniale, mais ça en fait partie. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement, je pense, de par la nature même du système éducatif universitaire, parce que justement, on n'insiste pas suffisamment, on n'expose pas suffisamment nos étudiants à la critique, au questionnement, eh bien, il y a un manque de conscientisation, hein. C'est ce que disait d'ailleurs Paulo Freire dans son livre sur la pédagogie de la libération. C'est vraiment ça, ça commence par cette prise de conscience de notre position épistémique. C'est très, très important. C'est vraiment, j'espère que je n'ai pas traumatisé quelques personnes qui, tout d'un coup, aujourd'hui, se rendent compte qu'elles sont subalternisées. Mais malheureusement, c'est la réalité. Donc, comment faire pour sortir de cette position-là? Ça ne veut pas dire que on n'a pas d'agentivité ou qu'on n'a pas de pouvoir, ou non, non, c'est pas ça. Mais qu'on est quand même dans une position sociale, épistémique très particulière, dans une relation de pouvoir ici. Et c'est pas nous Très bien, qui détenons le pouvoir. très bien. Et ce qu'on va faire maintenant, Conan, moi, j'ai Oui, plus que 10 minutes. Hein. Dans 10 c'est minutes, je ça, dois oui. vous laisser Serge, parce que pardon, j'ai d'autres. excuse-moi, j'ai une question de la part de Thiemo Oumar Khan, ou peut-être Kane, si Vas-y. je prononce mal, il faut me corriger. Il dit la chose suivante rapidement, Serge. Voici une question pertinente que vous pourriez poser si vous voulez engager une réflexion sur la théorisation. Comment passer de l'observation d'un phénomène particulier à l'élaboration d'un cadre théorique généralisable et quels sont les critères qui permettent de dire qu'une théorie est valide? Cette question est intéressante car elle ouvre sur
la distinction entre données empiriques et conceptualisation, le rôle des abstractions, les modèles et hypothèses, les critères, rigueur scientifique, cohérence interne et ainsi de suite, la manière dont le contexte influence le processus de théorisation. Voulez-vous Voulez-vous que je vous propose d'autres formulations adaptées spécifiquement à votre thèse sur... Voulez-vous que je vous propose d'autres formulations adaptées spécifiquement à votre thèse sur l'audit interne et gouvernance? Bon, là, du coup, j'ai plus compris le sens de la question, mais globalement, voilà, la personne essaie de rajouter à la contribution sur comment faire de la théorisation. OK. Oui, oui, ça c'est une question que je pense qui mériterait d'être exposée beaucoup plus longuement et discutée beaucoup plus longuement. Par contre, vous voyez, il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours étonnée. C'est que quand quelqu'un comme Michael Porter, par exemple, en stratégie, crée ses théories, les 5 forces compétitives, crée ses modèles, etc., il ne se pose absolument pas la question de savoir si c'est universel ou si c'est américain. Pour lui, c'est une évidence qu'il va théoriser et ça va marcher partout pour tout le monde. Pourquoi nous, chercheurs africains, on devrait se poser la question et se dire « Ah oui, mais c'est peut-être trop lié à l'Afrique et ça ne va pas pouvoir être adapté ». Nous n'avons pas, vous voyez, nous avons intégré ce positionnement qui fait que nous ne sommes pas considérés comme universels. Et nous ne nous considérons pas nous-mêmes comme universels. Vous voyez le problème? Des chercheurs comme Porter, des chercheurs comme, là je prends des grands noms hein, parce que on les connaît tous, mais il y en a des milliers dans les universités occidentales qui publient, qui font des recherches, mais qui ne se posent absolument pas la question de est-ce que ce que je vais dire, c'est pertinent ou pas pour le reste du monde. Ça l'est de facto, de par leur positionnement. Vous voyez ce que je veux dire? Or, nous, on se la pose, cette question. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont on doit vraiment avoir conscience. On voit la question de Serge, d'ailleurs, pour le coup. Oui. Donc, je propose peut-être qu'on s'intéresse, ceux qui veulent poser la question directement. Oui. Non? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole ou poser une question directement au professeur Allez-y, Tala, prenez la s'il vous parole, plaît? s'il vous plaît. Vous pouvez juste lever la main, je vous donnerai... Ou je pense que vous pouvez ouvrir vos micros. Je crois qu'il peut ouvrir, ouais. Et juste pour rappel, on a une petite contrainte qui fait que pour Serge, ça va être un peu coincé, donc on ne va pas déborder dans les questions. Faites des questions courtes pour que Charazade puisse répondre aussi le plus efficacement possible, s'il vous plaît. Allez-y, prenez la parole. Voilà, il y a Donc, il y a une... Papa Amadou Mbaye. Allez-y. Est-ce que vous pouvez activer son donc, micro actif? Il peut. C'est actif. C'est ça. Donc, merci beaucoup, hein, cher professeur Conan, pour cette opportunité, hein, vraiment. Donc, j'avais des soucis avec la connexion. Donc, maintenant, pour retenir, en général, les dernières minutes, c'est les arrêts de jeu. Donc, c'est vraiment important. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir en résumé et de manière claire? Donc, lors de la rédaction d'une thèse ou d'un article, c'est quoi en réalité théoriser? Donc, merci beaucoup. Merci. OK. Oui, alors je vais aller très vite, même si cette question-là, je vous dis, elle mérite tout un séminaire. Mais pour vous dire, moi, ce que je dis à mes doctorants, aux étudiants que j'ai supervisés, encadrés, vous voyez quand vous faites des schémas à partir de vos données et que vous faites des petites boîtes et vous mettez des flèches entre les boîtes. Vous voyez, vous faites des petits carrés, vous mettez quelque chose, puis une flèche, puis autre chose. Quand vous essayez de faire sens de vos données et que vous avez une idée de ce que vous voulez faire par rapport à votre question de recherche, théoriser, c'est comprendre la flèche. D'accord? C'est ça, théoriser. C'est expliquer la flèche. Donc, dans toutes les revues académiques importantes, on va vous évaluer
évaluer votre travail à partir de la capacité que vous aurez eue à théoriser, c'est-à-dire à expliquer les liens que vous faites entre vos concepts. Ou à partir de la création de nouveaux concepts. D'accord? C'est ça. Mais alors, là, je n'ai pas d'exemple précis à vous donner, mais comme je disais, il faudrait organiser une séance entière pour montrer précisément avec des exemples de publications qu'est-ce que c'est les théorisations. Comment, par exemple, là, je l'ai utilisé tout de suite cet exemple, mais les théories de Porter, par exemple, comment Porter a développé son modèle des 5 forces compétitives, d'où ça vient? D'où ça vient ces 5 forces? Comment ça a été développé? Donc, c'est ça cette théorie qu'il a. La théorie, c'est quoi? C'est une explication d'un fonctionnement de quelque chose. Bon, et comment c'est venu? Donc, pour faire rapide, c'est vraiment cette question-là qui est importante. Et d'ailleurs, vos directeurs de thèse ou directrices de thèse doivent normalement vous pousser à ce niveau-là et vous poser les bonnes questions à ce moment-là. C'est comment vous l'expliquez? Qu'est-ce que c'est que ça, ce lien que vous faites? Cette flèche qui est entre une boîte et l'autre boîte, c'est quoi exactement? Merci beaucoup, Shahrazad. Rapidement, et comme dit Shahrazad, alors la boîte, finalement,